Bonjour à tous, je suis Pierre du site pierre-giraud.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo. Le but de ce cours est de vous apprendre à coder en HTML et en CSS et que vous compreniez et maîtrisiez ces deux langages informatiques. Alors dans cette première partie, je vais présenter les objectifs de ce cours, me présenter et vais vous apprendre les bases du HTML et du CSS, bases qui sont donc indispensables pour aller plus loin. Ce cours a été optimisé pour des personnes qui souhaiteraient soit travailler sur le référencement de leur site et l'optimiser, soit créer des sites innovants grâce au HTML5 et au CSS. Donc j'ai créé ce cours afin qu'il soit accessible à tous et fait en sorte que la difficulté soit graduelle. Je n'ai pas cherché à compliquer ces deux langages qui sont en soi assez simples à maîtriser dans le but de prétendre être une autorité ou quoi que ce soit. Au contraire, ce cours constitue une approche directe et concrète des langages HTML et CSS. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pierre, j'ai 24 ans et je suis diplômé d'un Master 2 entrepreneuriat d'une grande école de commerce. Alors j'ai pas beaucoup travaillé en entreprise, mais j'ai à chaque fois préféré des structures start-up où je pouvais vraiment m'exprimer. Donc j'ai entre autres travaillé chez PrestaShop. Donc j'ai déjà créé, depuis mes 18 ans, 5 e-commerce et donc de fait beaucoup étudié les problématiques des startups en général, du e-commerce et de PrestaShop en particulier, mais également les thématiques liées au référencement, aux réseaux sociaux et à la programmation informatique, entre autres. Par ailleurs, si ces problématiques vous intéressent, n'hésitez pas à consulter mon site web pierre-giraud.fr sur lequel vous pourrez trouver davantage de formations, donc sur ces thématiques. Alors je m'efforce de garder un rythme constant d'écriture, environ un tutoriel tous les 2-3 jours, et m'efforce d'avoir une approche unique dans les problématiques traitées afin qu'il y ait vraiment une valeur ajoutée à mon site. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant des prochaines vidéos et à me suivre sur mes pages sociales, notamment sur Facebook, Twitter et Google+. Chaque nouvel abonnement est un encouragement de plus pour nous qui faisons ces tutoriels et je vous remercie par avance pour cela. Donc voilà, c'est tout pour la petite page d'autopromotion et maintenant commençons le cours en soi avec cette première question qui me semble essentielle: pourquoi devoir apprendre les langages HTML et CSS? Alors tout d'abord, il faut savoir que les langages HTML et CSS sont incontournables et ceci pour deux raisons. La première est qu'ils n'ont pas de concurrent, ce qui veut dire qu'il n'existe aucun langage capable de se substituer au HTML ou au CSS. La seconde est que ces deux langages sont à la base de tout projet de développement web. Que vous créiez une application pour mobile, un site e-commerce, un blog ou n'importe quel type de site, vous serez obligé de passer par le HTML et le CSS. Alors cela étant, vous pouvez très bien penser que vous n'aurez jamais besoin de comprendre ou de savoir coder en HTML ou en CSS, étant donné que vous pouvez utiliser soit des solutions toutes faites, soit des éditeurs, donc WYSIWYG, What You See is What You Get, ou encore faire appel à des agences spécialisées. Alors cependant, vous devez savoir d'une part que les éditeurs WYSIWYG ne créeront jamais un code propre et totalement valide. Ensuite, connaître et comprendre les langages HTML et CSS, c'est avant tout pouvoir dialoguer avec les développeurs avec lesquels vous travaillez ou vous allez travailler. En effet, si vous parlez le même langage, c'est beaucoup plus simple de se comprendre, et donc vous économiserez énormément de temps et d'argent. De plus, pour reprendre un petit peu l'idée précédente, connaître les langages HTML et CSS, c'est avoir une base pour comprendre son site, le modifier et résoudre quelques problèmes au besoin. C'est donc faire un premier pas vers l'indépendance. Or, cela me semble essentiel, sinon de maîtriser, au moins de connaître les différents aspects du business dans lequel on est. Donc lorsqu'on crée un site internet, il me semble essentiel de connaître des bases en code. Enfin, donc, apprendre le HTML et le CSS, c'est également un détour indispensable pour optimiser son référencement, en optimisant entre autres l'utilisation des balises pour le HTML ou en utilisant les sprites en CSS. Alors j'espère que je vous ai convaincu. Si oui, on peut passer à la suite et on peut découvrir ce que signifient les initiales HTML et CSS. Alors, HTML est l'abréviation de Hypertext Markup Language, soit en français langage de balisage. Ce langage a été créé en 1991 et n'a qu'une seule fonction qui est de donner du sens et de structurer le contenu.
CSS, quant à lui, signifie Cascading Style Sheet, à savoir feuille de style en cascade. C'est un langage qui a été inventé en 1996 et qui a pour rôle de mettre en forme le contenu en lui ajoutant des styles. Alors, il faut savoir que beaucoup de débutants, et même des personnes expérimentées, ont tendance à utiliser un langage pour faire le travail d'un autre. En l'occurrence, on voit souvent le HTML utilisé pour mettre en forme le contenu d'une page. Alors, je ne veux jamais voir cela chez vous, ou du moins si vous faites ça, ne dites pas que je vous ai appris à coder en HTML et en CSS. Retenez bien que le HTML n'est là que pour donner du sens et pour structurer le contenu, c'est-à-dire pour signifier au moteur de recherche comme Google que tel texte est un paragraphe, tel texte est un titre, qu'ici se trouve un lien, ou que tel texte est plus important qu'un autre. Quant au CSS, donc c'est lui et lui seul qui doit servir à mettre en forme le contenu, à savoir changer la couleur d'un texte, son opacité, sa taille, rajouter des bordures ou souligner par exemple. Donc j'espère que ceci est bien clair pour vous, retenez bien les fonctions de chaque langage, c'est très important. Alors, les versions HTML et CSS. Alors, au niveau des versions, les versions actuelles du HTML et du CSS sont HTML5 et CSS3. Alors, ce sont deux versions qui sont non finalisées, ce qui veut dire qu'elles sont encore en développement et en théorie toujours sujettes à changements et à bugs. Cependant, donc, ces dernières sont déjà totalement stables, on peut considérer qu'elles sont totalement stables et très largement utilisées. Et c'est sur celles-ci que nous allons travailler donc. De plus, donc, ces nouvelles versions introduisent des nouvelles fonctionnalités véritablement extraordinaires et très attendues par les développeurs, comme l'insertion simple de vidéos avec le HTML5 par exemple, ou la possibilité de créer des bordures arrondies avec le CSS3. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais dire un petit mot quand même sur le XHTML, même si cela ne rentre pas totalement dans le cadre du cours. Alors le XHTML signifie Extensible HTML. Donc c'est un langage qui a été créé en 2000 pour succéder au HTML et il représente en fait une version plus codifiée et un petit peu plus difficile à utiliser du HTML qui puise sa source dans le langage XML. Donc il faut savoir que le XHTML a été abandonné en 2009 au profit du développement du HTML5 et a été intégré plus ou moins dans cette nouvelle version d'HTML. Donc c'est à peu près tout. Alors, il faut savoir que le XHTML peut toujours être utile pour faire certaines tâches bien précises. Je n'en dirai pas plus sur le XHTML car encore une fois ça ne rentre pas totalement dans le cadre de ce cours. Mais si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur d'autres sites. Vous n'aurez aucun mal à trouver davantage d'informations. Il y a énormément de sites qui parlent de ce langage. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur ce langage si cela vous intéresse. Et donc on en a fini avec la première petite partie donc, de théorie. Et on va maintenant passer à la pratique. Et pour pratiquer, il faut les bons outils. Alors pour coder en HTML et en CSS, c'est très simple. On ne va avoir besoin que d'un éditeur de texte. Alors des éditeurs de texte, il y en a des milliers, beaucoup de gratuits, certains payants, et beaucoup d'entre eux possèdent les mêmes fonctionnalités. Donc le choix peut paraître difficile a priori. Alors cependant, je vais vous donner quelques recommandations. La première de mes recommandations déjà est de choisir un éditeur de texte gratuit, car cela suffira très amplement pour ce que l'on va faire ensemble, et même pour la suite. Ensuite, donc personnellement, moi j'utilise Komodo, car je le trouve très intuitif, bien fait, et que les fonctionnalités proposées me conviennent bien. Donc Komodo a en plus l'avantage d'être disponible pour Mac, pour Windows et pour Linux, et existe en deux versions, donc une gratuite, une payante. Alors si vous choisissez Komodo, je vous conseille de prendre la version gratuite qui est très largement suffisante. Sinon, à part Komodo, donc je peux vous recommander si vous avez Windows, Notepad++, qui est un autre excellent éditeur de texte, qui est certainement l'éditeur de texte le plus connu d'ailleurs. Si vous avez un Mac, Text Wrangler est très bien fait aussi, je trouve. Et enfin, si vous êtes sous Linux, Gedit peut être un très bon choix. Donc je vous recommande toutefois d'en essayer plusieurs. Ça ne coûte rien, et de choisir celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise, car encore une fois, les fonctionnalités des différents éditeurs sont très proches les unes des autres. Donc une dernière recommandation à propos de l'éditeur de texte, une fois que vous l'avez téléchargé et installé et choisi, commencez par changer la couleur de fond. En théorie, lorsque vous ouvrez une nouvelle page dans votre éditeur de texte, elle devrait être blanche. Les éditeurs de texte utilisent le blanc par défaut. Or, vous allez très vite vous rendre compte que le blanc fatigue très vite les yeux et le cerveau lorsque l'on code. Donc je vous conseille de changer le fond de votre éditeur de texte en gris ou en noir, comme vous voulez.
Alors pour faire cela, si vous avez un Mac comme moi, il suffit de cliquer sur le nom de l'éditeur dans l'onglet en haut à gauche de votre écran, puis aller dans l'onglet Préférences, puis vous devriez avoir normalement un onglet relatif aux couleurs. Si vous êtes sous Windows et Linux, je ne peux pas vous aider, donc je vais vous laisser chercher, mais ça ne devrait pas être très compliqué. Donc dès que vous avez téléchargé, choisi, installé votre éditeur de texte et que vous avez fait les modifications nécessaires, on va enfin pouvoir passer à la suite et commencer à étudier véritablement les fondations en HTML. Alors il y a 3 termes en HTML dont vous devez absolument comprendre le sens. Ce sont les termes éléments, balises et attributs. Les éléments, tout d'abord, vont servir à définir des objets dans notre page web. L'élément P, par exemple, va servir à définir un paragraphe, tandis que les éléments H1, H2 jusqu'à H6 vont servir à définir des titres d'importance diverses. L'élément A, lui, va servir à définir un lien. Donc, les éléments sont eux-mêmes constitués de balises. Dans la plupart des cas, les éléments sont constitués d'une paire de balises avec une balise ouvrante, comme vous pouvez le voir ici avec l'exemple pour l'élément P, et une balise fermante, qui est donc identique à la balise ouvrante, avec seulement un slash précédant le nom de l'élément. Donc, toutefois, certains éléments ne sont constitués que d'une balise, qu'on appelle alors balise orpheline. C'est par exemple le cas de l'élément BR, comme vous pouvez le voir ici. Donc BR signifie break et sert à notifier un retour à la ligne. Alors notez que dans le cas d'une balise orpheline, le slash est placé après le nom de l'élément. Donc certains développeurs omettent le slash pour les balises orphelines car il n'est pas véritablement obligatoire. Cependant, sachez que cela est considéré comme une mauvaise pratique et je vous déconseille donc de faire cela pour garder le code le plus propre et irréprochable possible. Les attributs, enfin, donc, correspondent à des propriétés utilisées pour donner des indications supplémentaires aux éléments, comme par exemple pour indiquer la cible d'un lien, c'est-à-dire le site vers lequel le lien doit mener. Les attributs se placent toujours dans la balise ouvrante des éléments. Alors tout cela doit vous paraître assez théorique pour le moment, ne vous inquiétez pas, avec un peu de pratique ce sera tout de suite beaucoup plus clair. Commençons déjà par regarder l'exemple ci-dessous qui devrait déjà beaucoup clarifier les choses je pense. Donc ici on voit bien que l'élément A est constitué d'une balise ouvrante, d'une encre textuelle, donc qui est le texte qui sera cliquable, et d'une balise fermante. Donc la balise ouvrante possède elle-même un attribut, l'attribut href en l'occurrence, qui permet d'indiquer le site vers lequel le lien doit mener. Alors retenez bien cette syntaxe, ce sera toujours la même, donc attribut égale guillemets valeur, et donc guillemets fermant. Donc voilà donc pour les notions d'éléments, de balises et d'attributs. Alors encore une fois, ne vous inquiétez pas si ce n'est pas totalement clair pour vous, ça viendra très vite avec la pratique. Pour le moment, contentez-vous juste de bien retenir le rôle et la place de chaque chose, donc des éléments, des balises et des attributs. Alors, la structure d'une page en HTML5, la structure minimale d'une page en HTML5. Donc toute page écrite en HTML5 va commencer par la déclaration de ce qu'on appelle un doctype. Le doctype, comme son nom l'indique, va indiquer le type de document. Ici, en l'occurrence, le type de document est HTML. On écrira donc doctype HTML. Alors retenez bien qu'il faut mettre un point d'exclamation au début de cet élément qui est un peu particulier. Donc les éléments indispensables à la construction d'une page web sont ensuite l'élément HTML qui va contenir toute notre page web, l'élément head dans lequel on va écrire des informations à propos de la page, comme le titre, les balises méta, etc. et l'élément body dans lequel on va placer tout le contenu HTML de notre page. Alors à savoir que les éléments head et body vont être à l'intérieur de l'élément HTML. L'élément head va ensuite lui-même contenir donc l'élément title et les méta, et en l'occurrence le méta charset qui est le type d'encodage utilisé pour la page. Alors voyons tout de suite ce que cela donne en pratique. Alors je ne vais pas utiliser mon éditeur, à savoir Komodo, mais à la place je vais utiliser un site qui s'appelle JSBean et qui possède l'avantage d'une part d'avoir une partie éditeur de texte justement, et d'autre part d'afficher le résultat en direct comme sur un moteur de recherche. C'est donc beaucoup plus facile pour moi de vous montrer en direct le résultat donc, de mes actions. Alors, vous concernant, donc je ne peux que vous conseiller d'utiliser votre éditeur de texte
afin de vous familiariser avec lui. Si vous choisissez cette option, donc il vous faudra juste créer un document, puis l'enregistrer au format HTML, donc avec une extension .html. Ensuite, pour visualiser votre document dans votre navigateur, vous n'aurez qu'à double-cliquer dessus et celui-ci s'ouvrira automatiquement dans votre navigateur par défaut. Pensez bien donc à enregistrer dans votre éditeur les changements que vous faites dans vos pages HTML à chaque fois et à rafraîchir la page dans votre navigateur, sinon vous ne pourrez pas voir évidemment les changements effectués. Et ne rigolez pas, car ça nous est tous arrivé, et moi le premier, donc de passer des minutes et des minutes à se demander ce qui ne fonctionne pas, alors qu'en fait nous avions juste oublié d'enregistrer la page ou d'actualiser cette page dans notre navigateur. Donc allons-y avec l'écriture de la structure minimale de notre page en HTML, et on va donc commencer par écrire le doctype. Ensuite, donc, on écrit l'élément HTML. Alors on pense bien à refermer les balises ouvertes à chaque fois. Donc je vous conseille de refermer les balises immédiatement après les avoir ouvertes. Ça évite beaucoup d'erreurs. Alors si vous avez un bon éditeur de texte, normalement celui-ci devrait refermer les balises automatiquement. Je sais que c'est le cas de Komodo entre autres. Alors ensuite, donc, dans l'élément HTML, on place nos deux éléments head et body, l'un en dessous de l'autre. Puis dans l'élément head, on place donc l'élément title avec le titre de notre page. Donc ici par exemple, on peut écrire ma première page en HTML pour faire dans l'originalité. Et ensuite, donc en dessous, on écrit le meta charset, donc meta charset, et on va lui donner une valeur donc en UTF-8. Alors UTF-8 qui est l'encodage utilisé en gros pour toutes les langues latines. Voilà, donc vous venez de créer votre première page en HTML. Donc on peut commencer déjà par ajouter un petit paragraphe dans notre body pour donner un peu de contenu à cette page. Donc pour cela, on ouvre une balise P qu'on referme immédiatement. Et à l'intérieur, on écrit par exemple « Ceci est mon premier paragraphe ». Voilà donc pour cette première page en HTML. Alors, comme il n'est jamais trop tôt pour apprendre les bonnes manières, on va tout de suite voir quelques règles et quelques bonnes pratiques. Alors tout d'abord, comme vous l'avez remarqué, le HTML permet tout à fait d'imbriquer les éléments les uns dans les autres. Ici, par exemple, nous avons un élément title à l'intérieur de l'élément head, qui est lui-même à l'intérieur de l'élément HTML. Alors la seule chose à laquelle vous devez faire attention est de bien refermer les balises dans le bon ordre. Alors le bon ordre, lequel est-il? C'est A, B, BA. Donc en gros, l'élément HTML en premier ici, ensuite l'élément head, et donc on referme l'élément head avant de refermer l'élément HTML. Et jamais donc AB, AB. Alors normalement, si vous refermez bien chaque balise juste après en avoir ouverte une, vous ne devriez jamais avoir de problème. Seconde bonne pratique, donc l'indentation. Alors indenter son code, c'est tout simplement ajouter des espaces au début de ligne afin de le rendre plus lisible. Et donc il n'y a pas vraiment de règles concernant l'indentation, toutefois, en général, on ajoute un espace à chaque fois que l'on ouvre une balise à l'intérieur d'un élément. Donc on voit que c'est ce que j'ai fait ici avec la balise ouvrante title par exemple. Je l'ai également fait pour la balise ouvrante head et pour la balise ouvrante body. Donc, en revanche, vous voyez que je n'ai pas ajouté d'espace supplémentaire pour la balise ouvrante meta par rapport à la balise title, car celle-ci n'est pas contenue donc, dans l'élément title. Alors, indenter permet véritablement d'être plus clair et de rendre votre code à la fois plus lisible et plus professionnel pour vous-même et dans le cas où vous seriez amené à le distribuer. Alors, dernière bonne pratique dont je voulais vous parler pour le moment, le fait de commenter son code. Alors, commenter son code, c'est tout simplement ajouter des commentaires. Les commentaires ne seront pas visibles lors de l'affichage de votre page web dans le navigateur, mais uniquement lorsque quelqu'un regardera le code de votre page. Commenter, ça sert avant tout à comprendre votre code et à s'y retrouver plus facilement. Donc par exemple, dans le cas où vous le distribuez, ou dans le cas où vous reveniez donc retoucher à votre code après une longue période d'attente, et dans le cas où vous auriez oublié donc ce que vous aviez fait. Et alors là, je mets un point d'honneur là-dessus. Commenter, ce n'est pas un luxe, mais c'est vraiment une pratique indispensable. Et c'est ce qui va différencier un développeur moyen d'un bon développeur, véritablement.
Donc commenter, ça sert autant pour vous, donc dans le cas où vous reviendriez toucher un code que vous aviez laissé de côté, que pour les personnes donc, qui seraient susceptibles de lire votre code, afin qu'elles comprennent plus rapidement et plus facilement ce que vous avez voulu faire. Alors pour commenter en HTML, c'est très simple, il suffit d'écrire chevron ouvrant, point d'exclamation, 2 tirets, ensuite votre commentaire ici, par exemple ceci est mon commentaire, et on referme avec 2 tirets à nouveau et un chevron fermant. Alors une mise en garde cependant, retenez bien qu'à partir du moment où votre page est sur le web, tout le monde peut lire votre code source, et donc votre code HTML. Ne mettez donc jamais d'informations sensibles, comme des mots de passe par exemple, dans votre code HTML. Si vous ne me croyez pas, on peut faire la démonstration donc immédiatement avec un petit site inconnu qui se nomme Wikipédia. Alors, il me suffit donc d'aller sur le site Wikipédia, la page d'accueil. Donc je clique, admettons, sur français pour arriver donc sur la page d'accueil en français. À partir de là, donc je fais un clic droit. Je clique sur afficher le code source de la page. Et vous voyez que j'ai accès donc à tout le code HTML de la page en question. Donc vous voyez bien toutes les balises et tout le code HTML. Alors retenez bien que tout le monde donc peut lire votre code HTML sur votre site. Donc faites donc juste attention aux informations que vous laissez donc en commentaire notamment et dans votre code HTML. Évitez les informations sensibles comme je vous l'ai dit. Et donc reprenons donc notre page HTML là où on l'avait laissée et il est maintenant temps d'apprendre de nouveaux éléments donc pour étoffer notre connaissance du HTML. Alors on va donc commencer avec les éléments les plus utilisés et les plus simples à utiliser, les éléments P, les éléments de type H, donc H1, H2 jusqu'à H6, et l'élément BR, que nous avons déjà tous aperçu. Donc l'élément P, nous l'avons déjà dit, sert à définir des paragraphes. Alors vous pouvez créer autant de paragraphes que vous le voulez dans votre page HTML, et à chaque nouveau paragraphe, un retour à la ligne est automatiquement effectué. Alors nous verrons plus tard pourquoi. Pour le moment, retenez juste que vous pouvez créer autant de paragraphes que vous voulez, qu'il y a un retour à la ligne à chaque nouveau paragraphe. Donc l'élément BR, lui, sert à faire un retour à la ligne. On l'utilise donc en général à l'intérieur d'un élément P. Enfin, donc les éléments H1, H2, H3, H4, H5 et H6 servent tous à définir des titres du plus important pour H1 au moins important pour H6. Pour le moment, donc, retenez que nous n'avons le droit de n'utiliser qu'un seul titre H1 par page HTML. Nous verrons par la suite que ce n'est pas totalement vrai, mais pour le moment, retenez cela afin que ce soit le plus clair pour vous, pour simplifier les choses pour le moment. En revanche, donc, vous pouvez utiliser autant de titres H2, H3, H4, H5 et H6 que vous le souhaitez dans votre page HTML, du moment que cela reste cohérent, évidemment. N'oubliez pas que les éléments en HTML servent à donner une valeur sémantique au contenu. Et en pratique, d'ailleurs, on n'utilisera que très rarement les titres de niveau 4, 5 et 6. Alors, donc commençons par écrire déjà quelques titres et quelques paragraphes afin de voir le résultat dans le navigateur. Alors par exemple H1, donc ceci est mon premier titre. Et donc mettons juste un retour à la ligne dans notre paragraphe, hop, par exemple au milieu ici. Voilà, très bien. Alors comme vous l'avez remarqué, les titres apparaissent en gras et ont des tailles différentes de celles des paragraphes dans votre navigateur. Donc là, si on veut écrire un titre H2 et H3, donc juste pour l'exemple, donc H2, ceci est notre titre, et H3, ceci est un titre de niveau 3. Voilà. Donc vous voyez que les titres ont chacun une taille différente et ont des tailles différentes de notre paragraphe. Alors c'est là où j'en reviens à mon premier point. Vous ne devez jamais utiliser des éléments HTML pour mettre en forme le contenu. Et d'ailleurs, je pense que vous avez compris maintenant pourquoi beaucoup de débutants font l'erreur, car c'est vrai que c'est tentant. Alors donc j'entends par là que vous ne devez jamais utiliser d'éléments H1 si vous voulez mettre le texte en grand et en gras. La taille et le poids du texte donc ne sont que le résultat d'interprétation et de la mise en forme automatique en fait que fait votre navigateur de vos balises. Pour mettre un texte en grand ou en gras, on utilisera les propriétés du langage CSS. Donc rappelez-vous, le CSS
seulement pour changer la mise en forme du contenu. On pourra également utiliser donc le CSS pour retirer cette même mise en gras et pour redonner une taille normale à nos titres si on le souhaite. Ça, c'est pas un problème. Alors, continuons dans la découverte de nos éléments HTML avec maintenant 3 nouveaux éléments, les éléments strong, EM et mark. Alors, l'élément strong, tout d'abord, va être utilisé pour indiquer au moteur de recherche qu'un contenu est particulièrement important. L'élément strong, tout d'abord, va être utilisé pour indiquer au moteur de recherche qu'un contenu est particulièrement important, afin que celui-ci soit donc traité avec plus d'importance. L'élément EM, ensuite, donc pour EM pour emphasis ou emphase, est en fait assez proche de l'élément strong, car il sert lui aussi à indiquer qu'un contenu est important, mais moins important tout de même qu'un contenu qui sera placé entre les balises strong. Alors si vous vous demandez l'intérêt de ces éléments, il est avant tout dans l'optimisation du référencement de votre site. En effet, donc normalement, vous devriez avoir ciblé des mots-clés et essayer d'être bien référencé sur ces mots. Les balises strong et EM, vous êtes entre autres à atteindre ce but. Enfin, donc l'élément mark est utilisé pour faire ressortir du contenu. Alors ce contenu ne sera pas forcément considéré comme important, mais cette balise peut servir dans le cas de l'affichage de résultats suite à une recherche d'un de vos visiteurs par exemple. Alors utilisons tout de suite ces éléments en pratique. Alors pour cela on va créer un autre paragraphe. Donc ceci est un autre paragraphe. Et donc on va utiliser par exemple l'élément strong autour du mot paragraphe. Donc vous voyez que la mise en forme réalisée par le navigateur, c'est une mise en gras du mot. Alors n'oubliez pas encore une fois qu'on utilise le CSS pour mettre en forme et pas le HTML. Alors maintenant on peut mettre par exemple le verbe être entre les balises EM par exemple. Donc EM, EM. Alors là vous voyez cette fois-ci donc que la mise en forme automatique, donc c'est une mise en italique. Et enfin donc si on utilise l'élément donc mark autour de autre par exemple, mark donc on s'aperçoit donc que le mot est surligné en jaune. Voilà, donc c'est tout donc pour ces 6 éléments de base, donc les éléments de type H, l'élément P, l'élément BR et les éléments strong, EM et mark. Alors ce sont des éléments évidemment très importants, donc vous apprendrez à maîtriser au fur et à mesure de votre pratique. Et il est donc maintenant temps de s'attaquer à des éléments relativement plus complexes, et nous allons commencer avec les listes. Alors les listes, si vous vous demandez ce qu'elles sont, ce sont ce que vous créez entre autres quand vous utilisez des puces dans un document Word ou PowerPoint par exemple. Alors dans nos pages web, les listes vont avoir 2 grandes utilités possibles. La première, c'est qu'on peut les utiliser pour créer des menus, et la seconde, c'est qu'on peut les utiliser dans leur forme brute afin de mieux présenter les articles d'un blog par exemple. Donc il existe 3 grands types de listes: les listes ordonnées, les listes non ordonnées et un type un peu différent, les listes de définition. Alors nous allons commencer avec les listes ordonnées et non ordonnées. Alors pour créer une liste non ordonnée, on va avoir besoin de 2 éléments différents. L'élément UL tout d'abord, qui va contenir la liste et qui est l'abréviation de Unordered List, et l'élément LI qu'on va utiliser pour chaque élément de la liste. Alors voyons tout de suite un exemple de liste non ordonnée. Alors par exemple, donc, on se place sous notre deuxième paragraphe. Alors on ouvre une balise donc UL, ensuite une balise LI. Là on met le premier élément de notre liste, par exemple fraise. On referme donc, on réouvre un autre élément. Deuxième élément donc route par exemple. On referme. Et troisième élément, maison. Et donc on referme ensuite notre liste. Donc vous voyez, une liste non ordonnée, ça ressemble à cela. Alors là, vous comprenez donc bien pourquoi j'utilise une liste non ordonnée, tout simplement car il n'y a pas de relation de subordination, ni même de cohérence dans cette liste, donc il n'y avait aucune raison d'utiliser une liste ordonnée.
Alors pour créer une liste ordonnée maintenant, on va simplement remplacer l'élément UL par un élément OL, donc qui signifie Ordered List cette fois-ci. Donc si on prend un exemple, donc on crée sous cette liste, donc OL, donc toujours pareil, LI, introduction, LI, thèse défendue. Et troisième élément, alors je mets que 3 éléments, je pourrais en mettre beaucoup plus. Hein. Conclusion, par exemple. Voilà, on referme bien la liste. Et donc on voit bien la différence entre les deux types de listes. Donc la liste ordonnée possède véritablement un aspect de subordination, donc d'ordre ou de classement. Alors dernier type de liste donc, que nous allons voir ensemble, les listes de définition. Alors les listes de définition sont utilisées tout simplement pour définir des termes, comme leur nom l'indique. Alors on va devoir utiliser 3 éléments différents cette fois-ci pour créer une liste de définition. Un élément DL tout d'abord, donc qui signifie Definition List. Un élément DT, qui signifie Definition Term. Et un élément DD, donc pour la définition en soi. Alors, la seule règle à retenir lorsque l'on crée une liste de définition, c'est que l'on doit absolument placer l'élément DT avant l'élément DD. En revanche, on peut très bien associer plusieurs termes à une même définition, ou plusieurs définitions à un même terme, ça, il n'y a aucun problème. Alors, voyons un exemple immédiatement donc avec, en définissant par exemple le mot HTML. Alors, on commence avec notre élément Definition List. Ensuite, notre élément Definition Term, dans lequel on met le terme à définir, donc ici HTML. On referme l'élément. Et donc ensuite, pardon, on ouvre une balise DD, et par exemple, HTML et l'abréviation de Hypertext Markup Language. Et on referme donc notre balise DD, puis on referme notre balise DL. Voilà, donc là on vient de créer une liste de définition. Alors voilà, donc vous voyez bien que les listes sont très simples à créer en soi. N'hésitez pas à vous entraîner et à les utiliser par la suite, car celles-ci ne contiennent vraiment que des avantages. Alors une dernière chose sur les listes dont je voulais vous parler, la possibilité d'imbriquer des listes les unes dans les autres. Donc pour faire cela, vous allez voir, c'est également très simple. Il suffit de commencer une première liste, puis d'en ouvrir une seconde avant de fermer un élément de cette première liste. Alors par exemple, donc on peut commencer, imaginons, avec une liste ordonnée. Donc OL, alors on va reprendre une liste à 3 termes, hein, comme on a l'habitude. Par exemple, natation, vélo, et course à pied. Ça fera un bon clin d'œil aux triathlètes. Voilà, donc on referme cette première liste. Et donc dans celle-ci, on va créer une liste non ordonnée. Alors on pourrait très bien créer une liste ordonnée dans une liste ordonnée, il n'y a pas de problème. On va donc créer ça au niveau de natation par exemple. Donc on se place ici, donc avant de fermer l'élément. Et là on crée une nouvelle liste. Donc une liste UL. C'est là où je vous conseille vraiment de commencer à fermer donc les balises une fois ouvertes, sinon vous allez vous perdre. UL et donc LI. Alors pour nager il nous faut quoi? Un maillot. Maillot. Pas comme mayonnaise. Un bonnet. Et des lunettes par exemple. Et voilà, donc vous avez créé donc des listes imbriquées. Alors ça c'est tout simple, si vous faites bien attention à bien refermer les balises au bon moment, et ce sera jamais plus compliqué que ça. Donc remarquez quand même tout de même au passage que c'est beaucoup plus simple à lire avec une bonne indentation. Si j'avais pas eu une indentation, ça aurait été beaucoup plus compliqué, et j'aurais pu m'y perdre. Donc pensez à bien indenter quand vous faites vos listes également.
Et donc nous arrivons à l'une des dernières choses que je veux voir avec vous dans cette introduction au HTML, à savoir la création de liens. Alors il faut tout d'abord savoir qu'il y a différents types de liens, et pour le moment nous allons nous concentrer sur les deux plus connus, qui sont les liens internes et les liens externes. Alors un lien interne tout d'abord est un lien créé entre deux pages d'un même site web, tandis qu'un lien externe est un lien menant d'un site web vers un autre site web. Alors pour créer des liens, on en a déjà parlé, on va utiliser l'élément A avec son attribut href, qui signifie Hypertext Reference, et qui sert donc à indiquer la cible du lien. Alors quel que soit le type de lien créé, la seule chose qui va changer, ça va être ce que l'on va mettre en valeur de l'attribut href. Alors commençons donc avec les liens internes, et pour créer des liens internes, on va utiliser un chemin qu'on appelle relatif. Ce qui veut dire en fait qu'on va situer la page vers laquelle on veut faire un lien relativement par rapport à la page à partir de laquelle on fait un lien. Alors il y a trois cas à distinguer donc pour les liens internes. Le premier cas, donc le cas où les deux pages web, donc la page à partir de laquelle on fait un lien et celle vers laquelle on fait un lien, sont dans le même dossier. Alors dans ce cas, on précise simplement le nom de la page dans l'attribut href en valeur, comme ceci, donc ici, vous voyez, page2.html. Alors page 2, évidemment, c'est un exemple. Vous devrez mettre le nom de votre page vers laquelle vous voulez faire un lien. Alors le deuxième cas, donc c'est le cas où la page vers laquelle on veut faire un lien se trouve dans un sous-dossier. Alors il faudra donc en tenir compte dans la valeur de l'attribut href et l'indiquer donc comme ceci, sous-dossier / page 2. Alors encore une fois, sous-dossier, vous remplacerez par le nom de votre sous-dossier. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que quand vous enregistrez des fichiers, que ce soit HTML, CSS ou même des dossiers ou des pages web, essayez de ne pas mettre d'espace autant que possible, car c'est considéré comme une mauvaise pratique. Donc utilisez plutôt des underscores si vous avez plusieurs mots à mettre, ou mettez tout en un mot, comme je l'ai fait là. Donc on pourrait également utiliser un underscore comme ceci. Mais ne mettez pas d'espace, c'est pas considéré comme une bonne pratique, vraiment pas. Et donc le troisième et dernier cas, donc le cas où la page vers laquelle on veut faire un lien se trouve dans un dossier parent. Alors dans ce cas, on devra rajouter, comme je l'ai écrit ici, 2 points et un slash. Et donc on devra rajouter autant de fois 2 points et un slash qu'il y aura de niveau de parenté donc, entre la page qu'on souhaite atteindre et la page sur laquelle on est. Donc c'est à peu près tout. Alors illustrons tout de suite cela avec un exemple. Et pour l'exemple, donc on va commencer par devoir créer 3 dossiers. Un premier dossier donc qu'on va placer sur notre bureau et que l'on va appeler lien parent. Un second dossier à l'intérieur de ce premier dossier que l'on va appeler lien. Et un troisième et dernier dossier à l'intérieur du dossier lien que l'on va appeler lien sous. Alors allez-y, moi je l'avais déjà fait en avance. Et donc normalement vous devriez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. Donc un dossier lien parent que vous avez placé sur votre bureau ou ailleurs, hein. D'ailleurs faites comme vous voulez, mais je vous conseille de le mettre sur votre bureau, ce sera plus simple. Dans le dossier lien parent, vous devriez avoir un dossier lien seulement. Et dans ce dossier lien, vous devriez avoir un autre dossier qui s'appelle lien sous. Et donc dans le dossier lien sous, vous n'avez rien normalement. Donc j'espère que c'est bon, vous avez vos 3 dossiers. Alors ensuite, donc on va ouvrir notre éditeur de texte, car pour créer des liens entre deux pages, eh bien, il faut plusieurs pages, et il faut les enregistrer, et moi je ne peux pas le faire avec JSBin, donc on va le faire avec l'éditeur de texte. Donc on ouvre notre éditeur de texte, pour moi c'est Komodo. Et donc on va commencer par créer une première page. Et donc on va tout de suite commencer par enregistrer notre page au format HTML. Donc on va l'appeler page1.html et on va la mettre dans notre dossier lien. Donc on sauvegarde, très bien. Alors on écrit la structure minimale d'un fichier HTML, vous devriez commencer à avoir l'habitude. Donc doctype HTML. Ensuite, l'élément HTML. À l'intérieur, donc l'élément head, dans lequel on met le titre. Alors on va la nommer ma page 1 par exemple. Sous le titre, donc le meta charset qu'on définit comme d'habitude en UTF-8. On n'oublie pas donc le slash après, à la fin.
Ensuite, donc sous l'élément head, un élément body. Et dans l'élément body, on va mettre un élément P. Donc, ceci est ma page 1, par exemple. Voilà, très bien. Donc là, on enregistre. Donc, CTRL-S ou commande S, selon que vous soyez sous PC ou sous Mac. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier cette structure. On va créer un nouveau document. Donc, on va coller. Et on va juste remplacer ma page 1 par ma page 2. Et ceci est ma page 1 par ceci est ma... Donc, ceci est ma deuxième page. Ce sera plus joli quand même. C'est ma deuxième page. Donc, toujours pareil. On enregistre au format HTML, toujours dans le dossier de lien. Et donc, on va enregistrer donc, sous le nom page2.html. Très bien. Donc, on réitère l'opération une troisième fois. Donc, on copie, on ouvre un nouveau fichier, on colle. Cette fois-ci, on remplace donc page 2 par page 3. Et ceci est ma donc troisième page. J'espère que jusqu'ici vous suivez. Donc, on enregistre, toujours pareil. Et cette fois-ci, on va placer la page dans le dossier lien sous. Et donc, on l'enregistre sous le nom page3.html. Très bien. Et donc, on va faire ça une dernière fois. Donc, nouveau fichier, coller. On remplace page 3 par page 4. Et ceci, notre troisième page, par ceci, ma quatrième page. Voilà, donc on enregistre. Et cette fois-ci, on enregistre dans le dossier lien parent. Et on enregistre donc sous le nom page4.html. Voilà, très bien. Donc, en théorie, donc, vous devriez avoir... Alors, vous devriez avoir la page 1 et 2 dans le dossier lien. La page 3 dans le dossier lien sous. Et donc la page 4 dans le dossier lien parent. Donc si tout est bon, on va pouvoir passer à la suite et on va pouvoir vraiment... Donc si tout est bon, on va pouvoir passer à la suite et véritablement créer les liens donc, de notre page 1 vers nos autres pages, donc nos pages 2, 3 et 4. Alors, pour cela, donc, on repart sur la page 1. Donc, on crée un nouveau paragraphe. Ce paragraphe contient un lien vers la page 2, par exemple. Et donc, on va créer notre encre autour de page 2. Donc, pour cela, on se met juste avant le page. Donc, A, href, jusque-là on connaît, égale. Donc, vu que notre page 2 est dans le même dossier que notre page 1, on n'a qu'à indiquer donc l'adresse de la page 2. Donc, c'est page2.html, tout simplement. On referme. Et donc, on met bien le page 2 entre les balises A. Hop. On enregistre. On crée un autre paragraphe. Maintenant, pour faire un lien vers la page 3, donc ce paragraphe amène vers la page 3. Alors cette fois-ci, la page 3 est dans un sous-dossier, donc il faut en tenir compte. Alors ahref égale, donc notre sous-dossier s'appelle lien underscore sous slash page 3.html. On referme les guillemets, on referme et on met le texte page 3 entre les balises A. Très bien. Et donc un dernier paragraphe donc pour faire un lien vers la page 4. Ce paragraphe, je vais y arriver, oui, va tout droit vers la page 4. Et donc la page 4, cette fois-ci, est dans un dossier parent, donc égal, 2 points, 1 slash, page 4, .html. Hop, on referme et on met bien page 4 au milieu. Ah, donc on enregistre maintenant. Et donc on va ouvrir notre page 1. Donc qui se trouve dans notre dossier de lien.
Donc on double-clique dessus. La page s'ouvre donc normalement dans votre navigateur. Alors ne faites pas attention à ça, hein, c'est juste que donc mon format d'encodage ne va pas bien supporter les accents avec Safari. C'est pas grave. Et donc là vous êtes sur votre page 1. Donc vous voyez bien qu'on a nos 3 paragraphes avec nos liens. Et donc on va voir s'ils marchent tout simplement. Donc on clique dessus sur page 2. On voit qu'on arrive bien sur la page 2. Donc celui-là marche, parfait. La page 3, on est bien également sur la page 3. Et la page 4, on arrive également sur la page 4. Donc tout marche parfaitement bien. Alors voilà donc tout simplement pour les liens internes. Donc pour les liens externes maintenant, alors ça va être plus simple. Donc en fait il suffit d'écrire l'URL du site donc vers laquelle on veut faire un lien en valeur de l'attribut href. Alors par exemple, si je veux faire un lien donc, vers Wikipédia, j'aurais qu'à écrire donc, dans un paragraphe visiter le site Wikipédia par exemple. Donc on va mettre le lien autour de Wikipédia, donc à href égale donc http je crois qu'il y a 3w .wikipedia et je crois que c'est .org. On referme donc, hop, on dit X, commande V, on enregistre bien notre page, on retourne sur notre page 1, on rafraîchit la page, et donc lorsqu'on clique, est-ce qu'on arrive bien sur Wikipédia? Oui, on arrive bien sur Wikipédia, donc ça marche parfaitement bien. Alors maintenant, si vous voulez faire en sorte que votre lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, car là vous avez remarqué donc qu'on perd la fenêtre actuelle, donc les visiteurs sortiront de votre site s'ils cliquent sur un lien, donc c'est pas forcément ce que vous voulez. Donc si on veut faire en sorte que votre lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou dans un nouvel onglet, donc on devra rajouter l'attribut target à l'élément A et lui ajouter la valeur blank. Alors voyons tout de suite comment faire cela. Donc on se passe donc, dans la balise ouvrante A, hop, donc derrière l'attribut href, on écrit un attribut target égale underscore blank, tout simplement. Donc on enregistre. Et lorsqu'on retourne sur notre page, on rafraîchit la page, et lorsqu'on clique dessus, vous voyez donc que le lien cette fois-ci s'ouvre dans un nouvel onglet. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. Alors en revanche, vous ne pouvez pas choisir si le lien s'ouvrira dans un nouvel onglet ou dans une nouvelle fenêtre, car ce choix est généralement laissé au navigateur ou au visiteur. Mais bon, vous pouvez être sûr en tout cas que votre lien s'ouvrira dans un nouvel onglet ou dans une nouvelle fenêtre, ce qui est déjà pas mal. Alors ensuite, donc, là on a parlé des liens internes et des liens externes. Il faut savoir qu'il existe d'autres types de liens, donc en dehors de ces deux types de liens. Et j'aimerais donc vous parler de 3 d'entre eux. Les liens de type encre tout d'abord, les liens pour envoyer un mail et les liens pour télécharger un fichier. Alors commençons avec les liens de type encre. Ce sont des liens menant à un autre endroit en fait de la même page web. Alors cela peut être utile dans le cas par exemple d'une page web qui serait très longue et si vous voulez que vos visiteurs aient accès à une section en particulier rapidement, par exemple sur le site Wikipédia. Donc si je vais sur, c'est un très bon exemple Wikipédia. Donc si je cherche donc un article, donc par exemple HTML, voilà, donc vous voyez que là vous avez un sommaire. Et donc ça, ce sont des liens de type encre. Alors que vous cliquez dessus, par exemple, si je clique sur description de HTML, j'arrive directement à description de HTML. Donc c'est ce qu'on va apprendre à faire tout de suite. Alors tout d'abord, donc pour tester les liens de type encre, il va nous falloir rajouter quelques lignes de texte dans notre page HTML. Donc il faut que la page soit assez longue. Alors je vous conseille tout simplement de prendre cet article, qui est très bien, par exemple. Hop, on va prendre tout ça. Alors n'en faites pas pour la mise en forme, hein, c'est pas bien grave pour le moment. Voilà, donc on copie, hop, on va coller tout ça dans un nouveau paragraphe. Alors c'est pas très propre, hein, mais bon, c'est pour l'exemple. Voilà, donc là on a beaucoup de texte, vous le voyez. Très bien. Donc si on enregistre et qu'on voit ce que ça donne sur notre navigateur, ça doit être suffisant, je pense. Voilà, très bien. Donc évidemment, donc la mise en forme est très très sale, mais bon, c'est pas grave, comme, encore une fois, c'est pour l'exemple. Alors donc pour créer une encre maintenant, donc on va commencer déjà par ajouter un attribut ID en fait à une balise ouvrante HTML, donc à l'endroit où l'on veut envoyer le visiteur. Alors par exemple, si on veut envoyer le visiteur à 1997 par exemple, alors déjà il faut une balise, ou là pour l'exemple on va mettre une balise H2 par exemple.
Donc c'est pas... Normalement, il ne faut pas trop utiliser les balises pour faire ce genre de choses, mais bon, c'est pas bien grave pour le moment, c'est pour l'exemple. Donc h2, donc ID. ID, donc égal, il faut lui donner une valeur. Donc la valeur, on va lui donner... quelle valeur on va lui donner? On va lui donner par exemple encre 97. Donc, très bien. Et alors ensuite, donc ce qu'il faut faire, maintenant il faut vraiment créer le lien en soi. Donc pour cela, donc on va toujours utiliser notre élément A avec son attribut href. Donc on réinvente pas la roue à chaque fois, hein. Mais cette fois-ci, donc on va placer un dièse avant d'écrire la valeur de l'attribut href. Donc, par exemple, on peut écrire donc ici dans ce paragraphe-là, donc pour aller à 1997 immédiatement, cliquez ici. Et donc autour de cliquer ici, on va créer notre A, href, égale donc, ouvrez les guillemets, alors dièse, alors le nom qu'on a donné donc c'était encre 97, et on referme les guillemets tout simplement, on referme la balise, et on met bien le cliquer ici, entre les balises A, on enregistre, donc vous avez bien compris ce qu'on a fait, hein. Tout d'abord on a créé donc l'encre en soi, donc h2id avec le nom de notre encre, et ensuite on a créé le lien, donc avec le dièse, donc qui veut bien dire que c'est une encre, autour donc des mots cliqués ici. Et donc si on retourne maintenant sur notre page, donc on l'actualise, alors on voit bien déjà que notre 97 est sous forme de titre, et lorsqu'on clique, vous allez voir, on est ramené donc à 97. Alors là on n'est pas ramené, normalement 97 est en haut de la page, on n'est pas ramené plus bas que ça car on n'a pas assez de texte là, hein. Je suis déjà en bas de ma page en fait. Mais bon, théoriquement, donc 97 doit être en haut de la page, si on avait eu plus de texte en dessous. Donc voilà pour les liens de type encre, tout simplement. Alors ça peut être très utile si vous créez vraiment des articles assez longs, donc pour que vos visiteurs puissent avoir accès à une partie de l'article très rapidement et très facilement. Donc n'hésitez pas à utiliser ce type de lien. Alors ensuite, donc pour envoyer un mail, donc pour créer un lien pour envoyer un mail, donc on va tout simplement utiliser la valeur mail_to à l'attribut href. Alors pour cela, on crée un autre paragraphe et donc on va écrire par exemple envoyez-moi un mail. Alors on va créer notre lien autour de mail, donc a href égale, donc toujours ouvrir les guillemets, mail_to en un seul mot, 2 points. Et donc là, vous mettrez votre adresse mail. Alors, par exemple, moi, je vais mettre exemple@mail.com. On referme les guillemets. Hop, on referme la balise. On met le mail entre les balises. On enregistre donc. On retourne sur notre page pour tester. On actualise la page. Donc, notre paragraphe est ici. Et lorsqu'on clique sur mail, vous allez voir que notre messagerie par défaut va s'ouvrir automatiquement. Et donc vous voyez que le champ mail est déjà pré-rempli. Donc ça c'est pour envoyer donc un mail, enfin pour que vos visiteurs puissent simplement vous envoyer un mail. Et donc dernier type maintenant de lien que je voulais voir avec vous, donc le lien pour faire télécharger un fichier à vos visiteurs, pardon. Alors pour cela, il nous faut déjà un fichier à télécharger, donc au format PDF, XLS, zip, quel qu'il soit, donc ça c'est pas bien grave, ça sera très bien. Donc par exemple là je vais créer donc, dans le même dossier donc, que ma page 1 pour que ce soit plus simple. Donc je vais créer un fichier. Donc pardon, en fait je vais prendre ma page 1. Moi je vais la compresser, comme ça j'aurai une archive au format zip, donc qui s'appelle page1.html.zip. Alors vous, si vous ne pouvez pas compresser de cette façon, n'hésitez pas à créer n'importe quoi, un fichier Word ou un fichier PDF par exemple. Donc que vous mettrez donc dans le même dossier donc, que votre page 1.html. Et ensuite, donc, il ne nous reste plus qu'à faire un lien, comme on a l'habitude en utilisant un chemin relatif. Alors par exemple, donc, si ce dossier était sur un serveur, on écrirait donc p télécharger mon super fichier. Donc on met le lien autour de fichier par exemple, donc a href égale, donc on utilise un chemin relatif,
Comme les deux pages, donc comme la page et le fichier à télécharger sont dans le même dossier, il suffit tout simplement d'écrire le nom du fichier à télécharger, donc c'est page1.html.zip pour moi. Hop. Et on referme donc, et on met bien l'encre fichier au milieu. Voilà, alors ça c'est la théorie donc si vous aviez votre dossier sur un serveur distant, donc il faudrait faire un chemin relatif comme ça, tout simplement. Là, dans mon cas, ça ne va pas marcher, tout simplement parce que mon fichier est déjà sur ma machine, en fait. Mon fichier est déjà sur mon ordinateur. Je ne peux donc pas le télécharger. Donc, cependant, si vous êtes vraiment sur votre serveur, donc si votre site est sur le web, vous devrez faire comme je l'ai fait dans mon exemple, donc juste mettre le chemin relatif, donc d'une page par rapport à l'autre, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'était pour télécharger donc un fichier. Donc voilà, donc c'est tout pour les liens en fait. Donc on a vu donc les liens internes, liens externes, liens donc pour envoyer un mail, lien de type encre et lien pour télécharger un fichier. Alors je pense que ça fait pas mal de nouvelles choses à assimiler d'un coup, donc n'hésitez pas à faire une pause et à laisser reposer cela un instant et à revenir, donc re-regarder tout ça pour éviter de confondre les différents types de liens, car c'est quand même très important donc cette leçon sur les liens. Donc n'hésitez pas à vraiment prendre un moment, à revenir et à bien comprendre chaque type de lien et comment utiliser chaque type de lien. Voilà, donc pour les autres, donc pour ceux qui sont encore fonctionnels, on continue. Et donc j'aimerais terminer cette partie d'introduction au HTML avec un petit peu de théorie et quelques mises en garde. Alors pour commencer déjà, vous devez savoir que différents navigateurs peuvent produire différents résultats à partir d'un même code. Autrement dit, donc il est possible que votre page web s'affiche différemment selon le navigateur utilisé par vos visiteurs. Alors pourquoi cela? Tout simplement car tous les navigateurs ne supportent pas les mêmes propriétés et ne reconnaissent pas les mêmes éléments. Alors vous avez de la chance aujourd'hui en fait, donc les dernières versions de quasiment tous les navigateurs sont standardisées et reconnaissent et traitent donc un même code de la même façon dans à peu près 95% des cas. Mais c'était loin d'être le cas il y a quelques années de cela, sachez-le. Le problème donc va venir du fait que différentes versions de chaque navigateur coexistent. Alors certains de vos visiteurs utilisent en fait encore Internet Explorer 7, d'autres vont utiliser Explorer 8, d'autres vont utiliser Internet Explorer 9, d'autres une vieille version de Firefox, etc., etc. Donc le problème va en fait très souvent venir des vieilles versions d'Internet Explorer qui ne reconnaissent pas certaines fonctionnalités du HTML entre autres et du CSS3, ou qui utilisent des propriétés non standardisées, c'est-à-dire qui sont propres à Internet Explorer. Ça c'était encore dans l'ère où Windows dominait le monde. Donc si je vous dis tout cela, c'est vraiment pour attirer votre attention sur la nécessité de tester votre code avec différents navigateurs et différentes versions de chaque navigateur afin de voir si le résultat est plus ou moins conforme à vos attentes. Alors donc si vous cherchez un peu sur internet, vous verrez qu'il y a des sites donc, qui proposent automatiquement de tester sur tous les navigateurs et toutes les versions. Vous pouvez les utiliser si vous voulez, sinon cantonnez-vous vraiment aux versions les plus importantes donc selon vos visiteurs. Donc pour tester donc si le résultat est plus ou moins conforme à vos attentes. Alors s'il ne l'est pas, je vous laisse encore une fois chercher sur le web, vous trouverez des patchs donc pour telle ou telle propriété pour Internet Explorer 7 par exemple, donc qui corrigent les erreurs. Donc je vous laisse chercher car en fait tout détailler ici serait vraiment trop long car il y a énormément de patchs. Donc je vais chercher selon vos besoins spécifiques. Alors ne devenez pas maniaque pour autant, hein, ne perdez pas des jours et des jours à fixer une broutille pour une version d'un navigateur qui est utilisée que par 3 de vos visiteurs. Vraiment concentrez-vous sur les problèmes essentiels. Alors en revanche, vous devez absolument vous efforcer d'avoir un code propre et valide, ne serait-ce que pour ne pas être pénalisé d'un point de vue référencement par les moteurs de recherche. Alors pour vérifier la validité de votre code, le W3C, donc le World Wide Web Consortium, donc l'autorité en matière de codification des langages informatiques, met à notre disposition différents outils et notamment des validateurs HTML et CSS. Alors vous pouvez trouver donc ces validateurs à ces adresses. Pour le validateur HTML, c'est http://validator.w3.org et pour le validateur CSS, donc c'est http://jigsaw.w3.org/css validator. Donc vous devez vraiment vous efforcer d'avoir toujours un code valide. Et voilà qui clôt notre introduction au HTML. Et il est donc maintenant temps de passer au CSS.
et donc vous allez enfin pouvoir modifier l'apparence de vos textes, rajouter des bordures ou changer la disposition des éléments sur votre page. Mais tout d'abord, nous allons commencer, comme nous l'avions fait avec le HTML, avec quelques éléments de vocabulaire et avec ces trois termes, sélecteur, propriété et valeur. Alors un sélecteur tout d'abord va servir à déterminer, donc à sélectionner à quel élément un style va être appliqué. Par exemple, P est un sélecteur. Dans ce cas, cela signifie que je veux appliquer un style particulier en fait, à tous les paragraphes de ma page web. Une propriété donc ensuite sert à déterminer le style qui va être appliqué à un élément, comme par exemple changer sa couleur, changer sa taille, la police d'écriture, rajouter une marge ou une bordure entre autres. Une valeur enfin donc va déterminer le comportement d'une propriété. Pour la propriété color par exemple, qui va servir à changer la couleur du texte, la valeur peut être blue, donc bleu, red, rouge ou green, vert par exemple. Alors d'un point de vue pratique, comment cela se présente? Donc on va voir ça tout de suite avec un exemple. Donc ici, j'utilise le sélecteur P pour signifier que je veux appliquer un style à tous les paragraphes de ma page. Les propriétés sont color, donc pour changer la couleur, et font size, pour changer la taille du texte. Donc en fait, je dis que je veux changer de la couleur et la taille de mes paragraphes. Et les valeurs, donc ici, sont blue, donc bleu, et 16 pixels, donc pour la taille du texte. Alors cela veut dire que tous mes paragraphes seront en bleu et auront une taille de 16 pixels. Alors ce que j'ai écrit ici, là, tout ça, s'appelle une déclaration en CSS. Alors observez bien la syntaxe, car elle sera toujours la même quoi que vous fassiez. Un sélecteur tout d'abord, puis une paire d'accolades, et à l'intérieur des accolades, des propriétés et des valeurs, séparées donc par 2 points entre la propriété et la valeur, et par un point-virgule avant chaque nouvelle propriété. Donc si vous comprenez ça déjà, c'est que vous avez compris la base en CSS. Alors donc, ne vous inquiétez pas, de toute façon cette syntaxe va très vite vous rentrer dans la tête avec un petit peu d'entraînement. Alors voyons maintenant où écrire le CSS. Alors pour écrire le CSS, vous avez 3 possibilités, bien qu'une seule soit en fait vraiment recommandée. Donc vous pouvez écrire le CSS soit dans l'élément head de votre document HTML, soit dans la balise ouvrante d'un élément de votre fichier HTML, ou soit dans un fichier CSS séparé portant l'extension .css. Donc, la méthode recommandée, pour des raisons de performance et de clarté du code, est d'écrire le CSS dans un fichier séparé. Cependant, vous pouvez également utiliser l'une des 2 premières méthodes si vraiment vous n'avez pas le choix. Donc voyons ensemble chacune de ces méthodes, en commençant par la première, donc placer le CSS dans l'élément head d'un document HTML. Alors pour cela, moi je vais récupérer JSBin. Vous pouvez garder votre éditeur de texte si vous le souhaitez, ce sera pareil. Donc je vais récupérer ma page web. Alors n'hésitez pas à en prendre une page web différente, on va reprendre une nouvelle page HTML, il n'y a aucun problème. Le tout est que vous écriviez donc la structure minimale d'une page avec 1 ou 2 paragraphes. Et donc je vais me placer dans l'élément head donc, de ma page HTML, donc qui est ici. Et je vais écrire donc 2 balises style, donc une balise ouvrante, style, que je vais refermer immédiatement. Et à l'intérieur, donc, je vais écrire ma déclaration en CSS comme on l'a vu précédemment. Par exemple, si je veux changer la couleur des paragraphes, j'écrirai P, donc accolade, color, blue si je veux mettre les paragraphes en bleu, et point virgule. Et donc vous voyez ici que tous les paragraphes, tous les éléments de type P sont maintenant en bleu. Alors deuxième méthode maintenant, donc dans la balise ouvrante d'un élément HTML. Donc je supprime ça, et je vais me placer dans la balise ouvrante d'un élément HTML. Par exemple, donc dans la balise ouvrante de mon titre H1. Donc je vais cette fois-ci utiliser l'attribut style, donc toujours style, mais cette fois-ci c'est un attribut, égal donc, guillemets, donc color, blue, point virgule. Et on referme les guillemets. Donc vous voyez que c'est toujours la même syntaxe, propriété, 2 points et valeur, avec un point virgule. Et donc vous voyez bien que mon titre est maintenant en bleu, donc ce que j'ai demandé dans ma déclaration en CSS. Et donc maintenant, dernière méthode, on va écrire le CSS dans un fichier séparé. Alors pour cela, on va commencer par ouvrir un nouveau fichier. Donc je vais revenir avec mon éditeur de texte, donc Komodo. Donc on ouvre un nouveau fichier, on va l'enregistrer donc dans le même
dossier que notre page 1.html. Je vais l'enregistrer sous le nom style.css. Je vous invite à faire la même chose. En général, les fichiers de CSS, on les appelle style.css, le fichier principal du moins. Donc je sauvegarde. Donc vous voyez bien que j'ai ma page .css. Et donc maintenant, nous allons devoir lier notre fichier HTML avec notre fichier CSS, afin que les styles donc, soient bien appliqués à la page HTML en question. Alors pour cela, donc on se retourne sur notre page 1.html, donc si on veut changer le style de la page 1.html, et donc on va rajouter une ligne de code dans l'élément head, donc on se place dans l'élément head, et on va rajouter donc link rel égale, alors là vous mettez le style du fichier, donc ici c'est style sheet, donc link rel égale style sheet, et ensuite on utilise l'attribut href pour savoir à quel fichier on fait référence. Donc dans notre cas c'est style.css. Alors là vous avez reconnu un chemin relatif, donc j'ai mis que style.css car nos deux fichiers sont dans le même dossier. Si mon style.css avait été dans un sous-dossier, on aurait dû le mentionner donc dans la valeur d'attribut href. Et donc maintenant un slash, car c'est une balise orpheline, et on referme la balise. On enregistre, et donc maintenant nos deux fichiers sont liés entre eux. Et donc on n'a plus qu'à retourner sur notre page style.css et à écrire donc nos déclarations comme on l'a vu au début, par exemple p, donc accolade, color par exemple, red pour changer un peu. On enregistre donc. Ensuite, on ouvre notre page HTML donc. Et on voit que tous les paragraphes, tous les éléments de type paragraphe sont maintenant bien en rouge. Donc vous voyez que les trois méthodes reviennent aux mêmes, mais encore une fois, donc la méthode qui est à privilégier, c'est la méthode dans une feuille de style séparée. Donc pour cette fois, je l'ai fait avec vous, avec l'éditeur de texte, mais dorénavant, je vais utiliser l'option CSS de JSBean, donc qui est ici, et qui me permet d'écrire en CSS. Et donc en fait, vous pouvez considérer que c'est équivalent d'utiliser cette option que de créer un fichier CSS séparé. Mais c'est beaucoup plus simple pour moi pour vous expliquer, ce sera beaucoup plus clair pour vous je pense, vu qu'on voit les changements en direct et que comme ça vous avez accès, vous avez une vue sur le fichier HTML, le fichier CSS et donc le résultat en direct. Donc par exemple, pour que vous en soyez bien sûr, si je veux par exemple changer mon titre H2, j'ai qu'à mettre H2, donc j'ouvre les accolades et je change la couleur en vert, color, green. Et donc vous voyez bien que mon titre est bien en vert. Donc c'est exactement pareil. Donc considérez que c'est un petit peu comme si j'avais donc créé une fichier CSS séparé. Donc voilà donc pour les sélecteurs, les propriétés et les valeurs. Donc enchaînons maintenant avec les commentaires en CSS. Donc on a déjà vu que l'on pouvait commenter en HTML. Et bien cela est également possible donc en CSS. Et même plus qu'une possibilité, je dirais que c'est un devoir. Car en effet, donc les fichiers CSS sont très rapidement très longs et beaucoup plus longs que les fichiers HTML entre autres. Donc si vous ne commentez pas, vous serez très vite perdu. De plus, si vous distribuez votre code, encore une fois, je pense que la personne sera contente d'avoir quelques lignes de commentaires pour l'aider à trouver ce qu'elle cherche au milieu de 2000 lignes de code. Alors pour écrire un commentaire en CSS, donc on se place en dehors des déclarations et on doit tout simplement écrire donc un slash, étoile. Et donc vous écrivez votre commentaire, par exemple je suis un commentaire CSS, et on referme avec une étoile et un slash. Et donc vous voyez que là ça apparaît en vert, alors dans la plupart des éditeurs de texte ça apparaît en vert, donc cette ligne est la ligne commentée, donc c'est un commentaire en CSS. Alors retournons maintenant à nos sélecteurs. Alors jusqu'à présent nous n'avons manipulé que des sélecteurs que l'on appelle sélecteurs simples, car ils correspondent en fait à des éléments HTML, comme par exemple ici H2, et des éléments HTML donc qui n'ont pas d'attributs. Donc ce type de sélecteur doit être préféré tant que possible pour des raisons d'optimisation et de performance du code. En effet, donc ces sélecteurs requièrent moins de code, sont donc moins gourmands en énergie, et ça fait donc que votre page s'affichera plus rapidement qu'avec des sélecteurs plus complexes. Alors le problème maintenant, c'est qu'on est quand même très limité avec des sélecteurs simples. En effet, donc comment peut-on faire pour appliquer un style différent à deux éléments de même type avec des sélecteurs simples? Par exemple, si vous voulez appliquer un style différent à deux paragraphes, c'est tout simplement pas possible. Et c'est donc pour ça qu'on a créé donc deux attributs, qui sont les attributs class et id. Alors class et id sont deux attributs HTML qui ont été créés pour pouvoir appliquer différents styles à des éléments de même type. Class permet également donc de faire l'inverse et d'appliquer le même style à différents éléments choisis.
Alors voyons tout de suite comment cela fonctionne. Alors premièrement, on se place dans la balise ouvrante d'un élément HTML. Donc par exemple, si je me place dans la balise ouvrante de mon premier paragraphe ici, donc, et j'écris donc par exemple mon attribut classe, ensuite égale donc une valeur, comme pour tout attribut. Alors on peut choisir n'importe quelle valeur, le tout étant qu'elle ait du sens pour nous. Donc par exemple, pour le premier paragraphe, je peux choisir comme valeur, par exemple, premier P, donc pour premier paragraphe. Donc ça sera très bien. Ensuite, donc, on retourne sur notre fichier CSS, et cette fois-ci, on va devoir commencer notre déclaration par un point. Alors, à chaque fois qu'on utilisera l'attribut classe, il faudra utiliser un point au début de notre déclaration dans notre fichier CSS. Après le point, donc, on écrit la valeur de notre attribut, donc ici c'est premier P, et ensuite on écrit notre déclaration, donc comme on a l'habitude, tout simplement. Par exemple, si je veux encore une fois changer la couleur, color, et on va mettre du jaune cette fois-ci, yellow. Et donc vous voyez que cette fois-ci, il n'y a que mon premier paragraphe, donc qui est en jaune. Donc ce paragraphe-là, maintenant, possède un style bien à lui. Alors, voyons maintenant comment ça fonctionne avec l'attribut ID. Donc je vous ai dit qu'il y avait classe et ID. Donc on va commencer par faire la même chose, à savoir donc se placer dans la balise ouvrante d'un élément, par exemple le deuxième paragraphe d'en dessous. Et on va écrire l'attribut ID avec la valeur donc, que l'on souhaite. Par exemple ici, je vais écrire deuxième P. Alors, essayez de ne pas mettre de caractère spécial ni d'accent quand vous écrivez des choses comme ça. D'ailleurs, comme lorsque vous enregistrez un fichier ou quoi, je vous avais dit déjà de ne pas mettre d'espace. N'écrivez pas non plus donc, de caractères spéciaux ni d'accent, restez très simple. Donc deuxième P. Ensuite, donc, on retourne une nouvelle fois donc, sur notre fichier CSS. Et cette fois-ci, on va commencer non pas par un point, mais par un dièse. En fait, à chaque fois qu'on aura l'attribut ID, il faudra commencer par un dièse. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on utilisait déjà le dièse pour les encres, et en fait donc c'est le même ID qu'on utilisait pour les encres que celui qu'on utilise maintenant pour faire cela. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait déjà un dièse donc, pour les encres, et il y a toujours un dièse ici, donc en fait c'est le même principe en gros. Hein. Donc retenez bien qu'avec ID, il y a toujours un dièse. Donc après le dièse, on va écrire la valeur qu'on a donnée à notre ID, donc ici c'est deuxième P, et on écrit ensuite donc notre déclaration comme on a l'habitude. Par exemple donc color, et on peut mettre laquelle j'ai pas encore utilisé, rouge, red. Et donc vous voyez que mon paragraphe a une couleur rouge maintenant. Donc voilà, donc je vous ai dit que classe permettait également d'appliquer le même style à différents éléments. Alors comment? Tout simplement en attribuant la même valeur à deux attributs classe différents, et donc les éléments ciblés hériteront du même style. Alors comment ça marche en pratique? Donc ici par exemple, si je récupère ma valeur classe avec ma valeur premier P, donc je copie, et si je colle ça par exemple dans l'élément LI donc de ma première liste, voilà. Vous voyez maintenant donc que mon premier élément, donc l'élément fraise, a le même style que mon paragraphe, donc jaune. Ce qui est normal puisqu'en fait donc, ces deux classes font référence donc, au même style ici, à la même déclaration. Donc ici on a du jaune et du jaune. Donc en fait c'est tout simple. Hein, Alors vous devez peut-être vous demander donc, pourquoi avoir créé classe et ID et pas que classe dans ce cas. Alors en fait il y a une différence entre classe et ID, une seule différence, c'est qu'un ID en fait avec une valeur précise ne doit être utilisé qu'une seule fois par page. Rappelez-vous en effet donc des encres, imaginez qu'on ait deux ID identiques, alors dans ce cas je vous demande où l'encre ramènerait-elle. Ça poserait donc des problèmes de code évidemment, puisque en fait l'encre ramènerait à deux endroits différents, donc on ne saurait pas. Et ID sera donc préféré pour les éléments uniques dans la page web, comme un logo par exemple. Donc vous utilisez un ID avec une valeur précise qu'une seule fois dans la page. Alors cependant, donc on est encore toujours un petit peu limité au niveau de nos sélecteurs, car on peut appliquer de style qu'à du contenu possédant des balises pour le moment. En effet, on ne peut pas pour le moment appliquer du style à un mot, par exemple au mot autre, donc autre donc plutôt au mot titre, donc de mon titre H3. On ne sait pas le faire pour le moment. Et donc c'est pour remédier à ce problème que l'on a créé deux nouveaux éléments HTML qui n'ont aucune valeur sémantique, mais qui servent seulement de conteneur.
Ces éléments sont donc les éléments div et span. Alors attention, comme je viens de le dire, div et span n'ont pas de valeur sémantique, ce qui va en fait à l'encontre même du rôle du HTML. Donc ce sont donc des éléments à n'utiliser que si vous n'avez pas d'autre choix. Il sera toujours apprécié de s'en passer lorsque c'est possible. Donc n'utilisez vraiment div et span que si vous n'avez pas d'autre choix. Alors comment on utilise les éléments div et span? On place tout simplement donc les balises autour du contenu auquel on veut donner un style, puis on applique les attributs classe ou ID avec une valeur comme on vient de le voir. Alors par exemple si on le fait autour de titre, par exemple, je vais utiliser l'attribut donc span, l'élément span pardon, span classe par exemple égale mot titre en valeur on va mettre, donc mot titre, ça fait beaucoup de T, hop, voilà, donc on n'oublie pas les guillemets des deux côtés sinon ça peut pas marcher, et donc ensuite on retourne sur notre feuille CSS, un point, la valeur donc qui est mot titre, on ouvre donc les crochets, et on va mettre par exemple donc color, il reste quoi comme color, purple, donc violet. Et donc vous voyez que j'ai mal fait les choses apparemment, parce qu'il n'y a pas... Ah oui, évidemment j'ai oublié de fermer la balise, ça peut pas marcher. Donc on ferme de l'autre côté du titre, et donc vous voyez que seul le mot titre maintenant est en violet. Autant pour moi, c'était mon erreur. Alors comme vous vous en doutez, il y a également une différence donc, entre les éléments, les deux éléments span et div. En effet, donc l'un est de type bloc et l'autre de type inline. Et on va voir tout de suite ce que cela signifie. En HTML, tout élément est soit un élément de type bloc, soit un élément de type inline. En l'occurrence, ici, div est un élément de type bloc, tandis que span est un élément de type inline. Alors, quelles sont les différences entre les éléments de type bloc et les éléments de type inline? Alors, les éléments de type bloc commencent tous sur une nouvelle ligne, c'est-à-dire qu'il y a un retour à la ligne d'effectuer à chaque fois qu'on utilise un élément de type bloc. Les éléments de type bloc occupent toute la largeur disponible et peuvent être imbriqués les uns dans les autres et peuvent également contenir des éléments de type inline. Maintenant, les éléments de type inline ne commencent pas sur une nouvelle ligne, mais s'insèrent donc dans la ligne actuelle, occupent seulement la largeur nécessaire et peuvent contenir d'autres éléments de type inline, mais ne peuvent pas contenir des éléments de type bloc. Alors, voyons tout de suite quelques exemples d'éléments de type inline ou bloc afin que ce soit plus clair pour vous. Donc par exemple, l'élément P est un élément de type bloc. On a déjà dit qu'à chaque fois qu'on utilisait un élément P, on avait un retour à la ligne. Les éléments EM, strong et mark sont des éléments de type inline. On a bien vu que lorsqu'on utilisait les balises EM, strong ou mark à l'intérieur d'un élément P, il n'y avait pas de retour à la ligne. Les éléments H1, H2, H3 sont des éléments de type bloc. Ensuite, donc, on a les éléments header, article et footer qu'on n'a pas encore vu mais qui sont des éléments structurels du HTML5 et qu'on va voir donc dans la suite du cours qui sont des éléments de type bloc. OL, UL et DL, donc les éléments de type list, sont également des éléments de type bloc. L'élément table aussi, pardon, donc l'élément tableau. Et les éléments A, donc pour le lien, et IMG pour image, sont des éléments de type inline. Donc je vous donne ces quelques éléments en tant qu'exemple, sachant que c'est les éléments les plus utilisés. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à vous renseigner, à voir les autres éléments, mais de toute façon, on va les apprendre au fur et à mesure dans la suite du cours. Alors, la distinction entre éléments de type bloc et inline doit peut-être vous paraître un petit peu floue pour le moment. C'est tout à fait normal, je pense, à votre niveau, mais faites l'effort donc de retenir les différences entre ces types d'éléments, car cela va être tout à fait crucial en fait dans la suite pour mettre en forme des pages web et notamment pour arranger la disposition des différents éléments. Alors, restons encore un peu donc, dans ce monde merveilleux des sélecteurs, et nous allons donc maintenant voir ensemble quelques sélecteurs avancés. Alors, les sélecteurs avancés sont véritablement, on peut dire, ce qui fait la force du CSS, car en effet, on va pouvoir cibler des contenus très précisément. Alors, tout d'abord, il est possible de sélectionner tous les éléments donc d'une page grâce au sélecteur universel étoile. Donc si vous utilisez étoile donc, comme sélecteur dans une page CSS, vous pouvez cibler tous les éléments et appliquer un style à tous les éléments d'une page. Si vous voulez appliquer un style aux éléments A et B, par exemple un élément de type paragraphe et un élément H2, vous n'aurez qu'à écrire A, B, donc P, H2 par exemple. Et ensuite votre déclaration CSS. Maintenant si vous voulez
sélectionner donc, et appliquer un style à un élément B contenu dans un élément A, vous devrez écrire tout simplement AB, donc le nom des deux éléments l'un après l'autre, avec l'élément conteneur tout d'abord et l'élément contenu en second. Donc pour sélectionner maintenant le premier élément B suivant un élément A, vous écrirez A plus B. Pour sélectionner tous les éléments C possédant un attribut en particulier, vous écrirez C et attribut entre crochets. Pour sélectionner tous les éléments D possédant un attribut en particulier et une valeur exactement, vous écrirez D et entre crochets attribut égale valeur. Enfin, pour sélectionner tous les éléments E possédant un attribut en particulier et une valeur, vous écrirez E et entre crochets attribut étoile égale valeur. Alors ce ne sont que quelques-uns des sélecteurs avancés qui existent. En effet, il en existe beaucoup plus et certains qui sont beaucoup plus performants. Je ne vous ai présenté ici donc que les sélecteurs les plus utilisés et les plus connus. Si ce sujet vous intéresse, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller notamment sur le site du W3C, donc qui répertorie tous les sélecteurs HTML existants. Donc pour le moment, retenez juste donc, que ces sélecteurs existent. Alors, je ne vais pas vous demander de les apprendre tous par cœur, hein, mais retenez qu'ils existent et que vous pouvez vous en servir au besoin et qui peuvent donc être un très très gros atout donc, pour la présentation de vos pages. Et donc j'aimerais terminer cette introduction au CSS en vous parlant de la notion d'héritage. Alors on dit que les éléments en HTML héritent des classes de leurs parents, et c'est d'ailleurs pour ça que le CSS s'appelle Cascading Style Sheet, donc feuille de style en cascade, c'est de là que vient le nom cascade. Alors cela veut dire en fait que par exemple si vous appliquez un style à l'élément, disons, à l'élément body d'une page HTML, tous les éléments contenus dans l'élément body, donc par exemple les éléments H1, H2 ou P que vous aurez mis, vont hériter donc des styles de l'élément body. Alors en cas de conflit, donc vous devez vous demander ce qui se passe si par exemple à l'élément body on applique une color bleue par exemple et qu'à un paragraphe on applique une color red, comment ça va se passer car en fait les deux styles vont rentrer en conflit. Donc en cas de conflit en fait le style le plus proche de l'élément en question va être appliqué. Donc pour le paragraphe en question par exemple ce sera donc le color red qui est attaché à l'élément P. Alors on peut illustrer ça tout de suite avec un exemple, donc en reprenant donc notre éditeur de texte ou JSBean, donc moi je vais utiliser JSBean. Donc je peux appliquer un style à mon body, donc body. Par exemple si je veux faire color gray, donc couleur grise. Donc vous voyez bien que tout s'est mis en gris, sauf les paragraphes, en fait il y avait déjà un style. Car en effet, donc là le style est plus proche donc, du paragraphe que le style body. Donc lorsqu'il y a un conflit, en fait, c'est le style le plus proche donc, de l'élément en question qui est appliqué. Le style le plus proche du contenu en question qui est appliqué. Donc c'est tout simple. Donc retenez bien cette notion d'héritage qui est vraiment cruciale donc, dans la compréhension du langage CSS. Donc voilà pour notre introduction donc, qui se termine ici. Et donc je vous donne rendez-vous pour un prochain cours, donc pour la partie 2 de notre cours complet sur HTML et CSS. D'ici là, apprenez bien et à la prochaine.